y a beaucoup de vieux Allemands, et la majorité, d'ailleurs ils disparaissent, un certain nombre disparaissent complètement, même du point de vue de leur biographie, enfin non, c'est pas tout à fait pour les élus au Landtag. Donc, Perrotte, position de Perrotte, alors je vais vous lire, puisqu'il y a un grand rassemblement, il y a grand débat, en particulier à Strasbourg, 8 grands meetings sur Vive le socialisme international, la guerre, la révolution, où il y a des positions divergentes qui s'expriment. Par exemple, pour Perrotte, Perrotte, lui, ne peut pas s'opposer au drapeau rouge. Tout le monde à Strasbourg a en tête ces grandes déclarations sur l'importance du drapeau rouge en 1903 par exemple, et ainsi nous hisserons un jour dans l'avenir le drapeau rouge sur la vieille cathédrale d'Ervin, et il flottera et annoncera au monde entier, il annoncera la magnifique victoire que le socialisme a vaincu, et qu'aucune force au monde ne pourra alors le faire redescendre. Donc difficilement, mais la position, c'est la lutte continue dans le cadre français. Il y a à côté de ça des positions nationalistes allemandes qui se décident au sein de la social-démocratie. C'est la position de Hemmel et Parkman, et ils argumentent d'autant plus que, vous voyez, la révolution est en train de triompher en Allemagne, restons allemands, puisque c'est la patrie, ça va devenir la patrie de la révolution. Certains se placent sur des positions plus internationalistes et plus radicales. C'est notamment le cas de l'une des figures les plus intéressantes de Wendelin Thomas, qui est un marin originaire qui est né à Thionville, mais qui a passé son enfance à Wissembourg, qui est parti très jeune, engagé dans la marine comme mousse, et puis ensuite est devenu marin, puis est entré sur les chantiers navals, a été mobilisé en 1914, et a pris une part extrêmement active au mouvement. Il était militant du SPD et ensuite de l'USPD, en relation étroite avec la gauche radicale du nord de l'Allemagne. Johann Knif, Löffenberger, qui sont les grandes figures de l'extrême gauche allemande de l'Allemagne du Nord, qui lui déclare « Le but final n'est pas de choisir entre être français ou allemand, mais l'œuvre civilisatrice, la fraternisation des travailleurs. C'est pourquoi je ne salue pas avec joie l'arrivée des Français, joie qui, pour ceux qui la partagent, ne durera pas une année, parce que l'Alsace-Lorraine va devenir une partie de la République capitaliste, militariste française. À cause de cela, ni français, ni allemand, ni neutre, le combat continue jusqu'à ce que le drapeau rouge flotte à nouveau sur la flèche de la cathédrale. » Cette position est à peu près la position d'une autre figure du mouvement ouvrier alsacien qui va être amené à jouer un certain rôle, c'est celui de Charles Huber, qui dit quand même qu'il salue quand même les Français, parce qu'ils doivent eux-mêmes développer leur idéal de l'autre côté pour qu'on en vienne à la fraternisation. Vous voyez une légère nuance entre les positions de Wendelin Thomas, qui sont des positions internationalistes radicales, et celles de Charles Huber, qui à l'époque, en tous les cas, reste sur une position internationaliste, mais en disant le fait accompli, on va être obligé de continuer de toute façon la lutte dans le cadre français. Oui, alors il y a des... Il faut que je retrouve. Sur le terme, c'est-à-dire qu'il y a des grandes réunions, notamment à Colmar, au moins à Colmar, à Mulhouse et à Strasbourg, où les militants se réunissent au moment de la dissolution du Conseil. Il y a un grand rassemblement au Wintergarten au Jardin d'hiver à Mulhouse, où tous les militants s'engagent à continuer la lutte révolutionnaire dans le cadre français. Et c'est intéressant de voir la déclaration qui est adoptée par le Conseil des ouvriers et des soldats réunis à Strasbourg. L'objectif, c'est demain, nous regrouperons tous les ouvriers, ouvrières, employés, paysans en organisant
en organisation qui s'inspirera du socialisme internationaliste, garantiront et défendront les intérêts politiques et économiques du prolétariat. Donc, tâche immédiate, maintenir en activité les entreprises et servir d'intermédiaire en matière de salaire et travail. On voit bien que c'est une position quelque part de compromis entre les différentes tendances du Conseil de soldats. Donc je finis là-dessus, puisque en conclusion, mais je pense que Marie-Claude y reviendra cet après-midi sur les parcours militants. Là, je m'étais attaché peut-être à quelque chose, mais je reviendrai éventuellement dans la discussion, sur les parcours des militants allemands, parce que c'est intéressant de voir le parcours des militants vieux allemands qui sont expulsés en 18 et qui, pour la plupart, poursuivent une carrière politique en général, d'ailleurs. Donc, c'était ceux qui étaient déjà en position de responsabilité dans la social-démocratie, y compris, par exemple, le fameux Parkmann qui aurait détruit les rotatives de la Volkszeitung, qui va prendre des responsabilités dans sa Poméranie natale, et qui, évidemment, avec l'arrivée au pouvoir de Hitler, va s'exiler. Et il va s'exiler où? À Bâle, à 2 pas de Mulhouse, et où il meurt d'ailleurs en 1944. Une autre figure intéressante, c'est celle de Schulenburg, le chef des métallos strasbourgeois, qui est expulsé en 1918, qui va continuer sa carrière syndicale et militante à Karlsruhe, et qui reviendra ensuite comme permanent syndical à Strasbourg en 1933, et qui prendra lui aussi des responsabilités au niveau national, notamment sur une opération de cartel entre sociodémocrates et communistes, enfin éphémère, en 1936-1937, qui échouera et qui... voilà. Merci beaucoup. Non, mais je ne te croyais pas quand tu dit que tu avais fini. Mais tu as vraiment bien respecté